Le froid de décembre 1476 transperçait les pierres humides du cachot hongrois comme des poignards invisibles. Dans une cellule exiguë, à peine éclairée par la lumière grisâtre qui filtrait à travers les barreaux, gisait un homme dont le nom avait terrorisé l'Europe pendant des décennies. Vlad Dracula, autrefois prince de Valachie, gisait immobile sur la paille pourrie qui recouvrait le sol. Ses vêtements, autrefois de soie et de velours brodé de fil d'or, n'étaient plus que des haillons tachés de sang séché et de crasse. L'homme qui avait dîné parmi des forêts de corps empalés, qui avait fait trembler le conquérant, de Constantinople grattait les plaies infectées qui couvraient ses bras. Ses yeux, enfoncés dans des orbites sombres, fixaient les taches d'humidité sur les murs de pierre. Le silence était absolu, seulement troublé par le goutte-à-goutte régulier qui s'infiltrait d'un endroit invisible. On n'entendait ni cri d'agonie, ni supplication, ni cette odeur métallique de sang frais qui avait été la bande sonore de son règne. Il était resté dans cette prison 12 ans. 12 ans depuis que Mátyás Korvin, roi de Hongrie, l'avait trahi au moment où il avait le plus besoin de son soutien. Le même noble qui lui avait promis de l'aider contre les Ottomans, celui-là même qui avait juré de venger la chute de Constantinople, l'avait emprisonné sous de fausses accusations de conspiration avec les Turcs. L'ironie était aussi amère que la bile qu'il vomissait souvent. Lui, qui avait tout sacrifié pour défendre le christianisme contre l'avancée de l'islam, était accusé de trahison par les chrétiens eux-mêmes. Ses mains, qui avaient supervisé la construction de milliers de pieux, tremblaient maintenant de faiblesse et de fièvre. Il se souvenait de fragments de conversations lointaines, d'échos de gardes chuchotant leurs atrocités passées. 20 000 hommes empalés en un seul jour, murmurait-il. Il dînait en regardant l'agonie de ses ennemis. Ces histoires avaient grandi, se déformaient, devenaient des légendes qui voyageaient à travers l'Europe dans les pamphlets imprimés de la nouvelle invention de Gutenberg. La douleur à son estomac s'intensifiait de jour en jour. La nourriture, lorsqu'elle arrivait, était une eau trouble parsemée de morceaux de pain moisis. Ses dents, autrefois blanches et parfaites, étaient maintenant jaunies et plusieurs étaient tombées. Ses cheveux, qu'elle avait portés longs et noirs comme la nuit, pendaient en touffes graisseuses sur ses épaules. Un rat s'approcha prudemment des restes de son dernier repas. Vlad l'observa sans bouger. Autrefois, il aurait empalé quiconque osait s'approcher de lui, sans permission. Désormais, le rat était sa seule compagnie. L'écho de pas résonna dans le couloir extérieur. Il se redressa légèrement. Une lueur d'autorité ancienne brillait dans ses yeux ternes. Mais les pas s'estompèrent, comme toujours. Personne ne vint le voir, personne ne s'enquit du prince déchu. Ses lèvres gercées formaient un sourire amer. Il avait conquis des forteresses, semé la terreur dans 3 empires, fait trembler sultans et rois à la simple mention de son nom. Et maintenant, réduit à l'état de mendiant, il partageait sa cellule avec des rongeurs et ses propres excréments. Chaque lumière du jour déclinait lentement, plongeant la cellule dans une obscurité quasi totale. Dans cette pénombre, Vlad ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder vers des jours de gloire qui semblaient appartenir à une autre vie. Ses souvenirs surgissaient comme des fantômes dans l'obscurité. L'odeur du sang frais, le bruit du bois se brisant sous le poids des corps, les cris qui s'élevaient des forêts de pieux telle une symphonie macabre, la terreur dans les yeux des sultans et des ambassadeurs lorsqu'ils prononçaient son nom. Il avait été le fléau de Dieu, le marteau du christianisme, le diable qui marchait au soleil. Des empereurs avaient reculé devant sa cruauté. Des armées entières avaient fui à la vue de ses œuvres. Sa seule présence avait changé le cours des empires. Une toux sèche et violente secoua son corps squelettique. Du sang jaillit de ses lèvres, tachant la paille pourrie. Sa respiration devint laborieuse, sifflante. La fin était proche et il le savait.
Mais même dans cette cellule crasseuse, même réduit à l'état d'épave humaine, Vlad Dracula gardait un secret que ses ravisseurs ne comprendraient jamais. Il ne regrettait rien. Chaque goutte de sang versée, chaque cri d'agonie, chaque acte de terreur avait été nécessaire. Il avait forgé un royaume à partir du chaos, défendu la foi chrétienne contre les infidèles et inscrit son nom dans une légende éternelle. Le vent nocturne hurlait à travers les barreaux de sa cellule, comme les âmes de tous ceux qu'il avait envoyés en enfer. Vlad sourit, il les retrouverait bientôt. Comment le fils du dragon, la terreur des Carpates, l'empaleur qui avait défié les empires, était-il arrivé à pourrir dans ce donjon oublié? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On vous suivra. En 1431, dans la forteresse de Sighisoara, au cœur de la Transylvanie, naquit un enfant destiné à devenir le cauchemar d'un empereur. Vlad Dracula naquit durant l'un des hivers les plus cruels de mémoire d'homme, alors que des loups affamés descendaient des montagnes et que les villages étaient enfermés derrière des murs de bois et de fer. Son père, Vlad II Dracul, était membre de l'Ordre du Dragon, une confrérie secrète de nobles chrétiens vouée à stopper l'avancée ottomane en Europe. Le dragon d'or ornant son bouclier n'était pas seulement un symbole héraldique. C'était une déclaration de guerre à l'islam qui menaçait de dévorer la chrétienté d'Orient. Le monde dans lequel grandit le jeune Vlad était un échiquier sanglant. L'Europe de l'Est était déchirée entre trois forces titanesques. Le royaume catholique de Hongrie, l'empire byzantin agonisant et le puissant empire ottoman, avançant comme une marée inexorable. Les principautés roumaines étaient des pions dans ce jeu mortel, changeant de main au gré des vents de guerre et de trahison. La Transylvanie n'était pas qu'un simple territoire. C'était la frontière entre deux mondes. À l'ouest, cathédrales gothiques et châteaux hongrois représentaient l'Europe chrétienne. À l'est, mosquées ottomanes et forteresses turques marquaient l'avancée de l'islam. Au centre, coincés entre des géants, les petites principautés roumaines luttaient pour leur survie. Le petit Vlad grandit entre des murs de pierre où sang et gloire se licorent. Son éducation débuta, la pointe d'un poignard entre ses mains d'enfant de 5 ans. Il apprit le latin pour lire les écritures sacrées, le hongrois pour négocier avec les seigneurs féodaux et l'allemand pour commercer avec les Saxons de Transylvanie. Mais sa leçon la plus précieuse lui fut donnée en observant son père régner. Vlad apprit que le pouvoir n'était pas sollicité, il était conquis, il était maintenu par la terreur, il était exercé sans pitié. À l'âge de 8 ans, il assista à sa première exécution publique. Un boyard traître fut décapité sur la place principale de Targoviste. La tête roula sur le trottoir, tandis que le sang s'accumulait entre les pierres. Le garçon ne quitta pas le spectacle des yeux. Il en absorba chaque détail. Le bruit de l'acier tranchant l'os, la terreur dans le regard du condamné, le pouvoir absolu émanant de celui qui ordonnait la mort. Vlad II Dracul régnait sur la Valachie d'une main de fer, mais le monde médiéval ne pardonnait pas la faiblesse. Les boyards complotaient dans l'ombre. Les Hongrois pressaient à l'ouest. Les Ottomans menaçaient au sud. Chaque jour était une lutte pour la survie. En 1442, alors que Vlad n'avait que 11 ans, son monde s'écroula. Le sultan Mourad II exigea de son père une garantie de loyauté. Les 2 plus jeunes fils de Vlad II Dracul seraient livrés en otage. C'était une pratique courante à l'époque. Les princes chrétiens livraient leurs fils pour garantir la paix avec l'Empire ottoman. L'adieu fut brutal dans sa simplicité. Il n'y eut ni larmes, ni étreinte prolongée. Vlad II Dracul savait que montrer une faiblesse émotionnelle pouvait être interprété comme de la lâcheté. « Souviens-toi de qui tu es » furent ses derniers mots au garçon. « Tu es le fils du dragon. Le feu coule dans tes veines. » Le voyage vers Andrinople dura des semaines interminables. Vlad chevauchait, les mains liées, entouré de janissaires, dont le regard annonçait la mort à toute tentative d'évasion. Son jeune frère, Radu, pleurait en silence durant les nuits froides.
Vlad ne versa pas une seule larme. Au contraire, il observait, apprenait, mémorisait chaque détail de l'ennemi. La captivité à la cour ottomane devint une véritable université d'horreur. Vlad apprit le turc et l'arabe, étudia les textes sacrés de l'islam et maîtrisa les arts de la diplomatie orientale. Mais il assista également à des exécutions turques, notamment à l'art raffiné de l'empalement, perfectionné au fil des siècles par les Ottomans. Les méthodes punitives ottomanes étaient systématiques et scientifiques. Chaque forme de torture avait un but précis. L'empalement n'était pas seulement une exécution, c'était un message visible à des kilomètres à la ronde. C'était de l'art transformé en terreur, de l'ingénierie appliquée à la souffrance humaine. Chaque fois que leur père montrait des signes de rébellion contre l'Empire ottoman, les jeunes princes en payaient le prix. Vlad encaissait les coups avec un stoïcisme glacial, mais observait son frère Radu s'adapter, se convertir et se transformer progressivement. Radu embrassa l'islam, adopta les coutumes turques et gagna le surnom de Radu le Beau pour sa proximité avec le jeune prince Mehmed. Cette trahison fraternelle a semé les premières graines de la paranoïa qui allait définir le futur règne de Vlad. Si son propre frère pouvait se retourner contre son sang, contre sa foi, contre sa patrie, alors personne n'était digne de confiance. La loyauté devait s'imposer par la peur absolue. Pendant 5 ans, Vlad survécut au cœur de l'empire ennemi. Forgé sur l'enclume de la haine, il se forgea dans les eaux glaciales de la vengeance. Il apprit que la clémence était une faiblesse que les ennemis exploitaient. Il comprit que la terreur était le langage universel du pouvoir. En 1447, une terrible nouvelle arriva de Valachie. Son père avait été trahi et assassiné par les boyards locaux dans les marais de Balteni. Son frère aîné Mircea, héritier légitime, avait subi un sort encore plus terrible. Ses yeux avaient été brûlés au fer rouge avant d'être enterrés vivants. Lorsque cette nouvelle parvint à Vlad, alors âgé de 16 ans, quelque chose en lui se brisa définitivement. Le monde se révéla à lui pour ce qu'il était vraiment, un lieu de trahison absolue où seule la terreur pouvait garantir la loyauté. La vision de la réalité comme un champ de bataille implacable devint sa philosophie dominante. En 1448, avec le soutien ottoman, Vlad parvint à s'emparer brièvement du trône de Valachie pour la première fois. Il avait à peine 17 ans, mais il possédait déjà le sang-froid d'un vétéran. Son premier règne ne dura que 2 mois, mais suffisamment long pour lui faire goûter l'ivresse du pouvoir absolu. Ce premier trône lui enseigna une leçon fondamentale. Le pouvoir, conquis, doit être défendu par le sang. Les boyards, qu'il avait acceptés par commodité, tentèrent de le manipuler comme il l'avait fait avec d'autres jeunes princes. Vlad nota chaque nom, chaque visage, chaque petite trahison. Lorsqu'il fut destitué et contraint à l'exil, il ne partit pas en vaincu, mais en prédateur, ayant marqué sa proie et attendant le moment idéal pour la tuer définitivement. Le dimanche de Pâques 1456 se leva sous un ciel plombé sur Targoviste, capitale de la Valachie. Les cloches de la cathédrale sonnèrent, annonçant la résurrection du Christ. Mais pour Vlad Dracul, qui venait de reconquérir définitivement son trône, cette date marquerait le début d'un règne sanglant. Sa seconde ascension au pouvoir avait été minutieusement planifiée. Durant 8 années d'exil, il avait forgé des alliances, étudié ses ennemis et attendu le moment idéal. Avec le soutien du régent hongrois János Hunyadi, il était revenu, non pas comme le jeune homme inexpérimenté de son premier règne, mais comme un stratège calculateur et impitoyable. Les boyards croyaient pouvoir manipuler le nouveau prince, eux comme leurs prédécesseurs. Ils se trompaient lourdement. Vlad avait appris à la cour ottomane qu'un pouvoir respecté était un pouvoir craint. Il était prêt à lui inculquer cette leçon par le sang et le feu. Le couronnement fut célébré dans la cathédrale de Targoviste avec une pompe médiévale.
Vlad, vêtu d'une robe de velours noir brodée de dragons d'or, reçut la couronne des mains du métropolite orthodoxe. Les nobles présents chantèrent le Te Deum, tandis que des bougies cérémonielles projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. Mais derrière cette façade religieuse, Vlad préparait déjà sa vengeance. Les boyards qui avaient assassiné son père étaient présents à la cérémonie, souriant et applaudissant le nouveau prince. Ils ignoraient qu'ils célébraient leur propre condamnation à mort. Son premier acte en tant que prince consolidé fut apparemment conciliant. Il envoya des invitations à toutes les familles nobles de Valachie pour un banquet de réconciliation spécial. Dans l'esprit de Pâques, disait l'invitation, « Votre Altesse souhaite enterrer les conflits du passé et bâtir un avenir prospère pour tous les enfants de Valachie. » La date choisie n'était pas un hasard. Pâques symbolisait le pardon et le renouveau dans la tradition chrétienne. Les nobles, désireux de gagner les faveurs du nouveau prince, acceptèrent massivement l'invitation. Ils arrivèrent dans leurs plus beaux atours, accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants, s'attendant à une soirée de célébration et d'amnistie. La grande salle du palais royal brillait de la lumière de centaines de bougies. Les tables ployaient sous le poing des agneaux rôtis, du porc épicé, des vins moldaves importés et des fruits confits. Des musiciens jouaient des mélodies joyeuses, tandis que les invités se détendaient, persuadés d'avoir apprivoisé le jeune prince. Vlad présidait la table principale, souriant courtoisement, versant le vin à main nue et s'enquérant avec affabilité des familles de chaque noble. Son comportement était impeccable, sa courtoisie irréprochable. Les boyards échangèrent des regards satisfaits. Le nouveau prince semblait malléable, contrôlable. Personne n'a remarqué que les gardes avaient discrètement fermé toutes les sorties de la salle. Lorsque le vin coula à flot et que la garde des nobles fut complètement relâchée, Vlad se leva. Le silence se fit, peu à peu dans la salle. Les musiciens cessèrent leur chant. Le seul bruit était le crépitement des torches sur leur support en fer. « Cher boyard », commença Vlad d'une voix lente, presque mélodieuse, « avant de poursuivre nos festivités, j'ai une question à vous poser. » Son regard sombre parcourut lentement la table, s'attardant sur chaque visage. « Combien de vos pères ont participé à la mort du mien ?» Le silence devint mortel. Les verres de vin s'immobilisèrent à mi-chemin des lèvres. Les cœurs s'emballèrent tandis que les esprits assimilaient la portée mortelle de ces mots. Combien d'entre vous ont conspiré contre ma famille ces dernières décennies? La voix de Vlad était toujours douce, presque conversationnelle, mais teintée d'une menace à glacer le sang. La réponse arriva sous la forme d'acier nu. Les gardes firent irruption dans la salle, épées dégainées, encerclant les invités, terrifiés. Les femmes hurlèrent, les enfants pleurèrent, les hommes se levèrent d'un bond, renversant chaises et tables de désespoir. Les anciens, déclara Vlad aussi calmement qu'il avait versé le vin, ceux qui ont directement participé au meurtre de mon père auront l'honneur de mourir immédiatement. 20 nobles furent traînés dans la cour du château. Les pieux étaient déjà prêts, aiguisés à la perfection par des artisans experts dans l'art de la mort lente. Les cris d'agonie qui s'élevèrent de la cour résonnèrent clairement jusqu'à la salle où les survivants restèrent paralysés par la terreur. Vlad revint calmement, essuyant ses mains tachées de sang avec un chiffon de soie blanc. « Pour les autres, annonça-t-il, j'ai préparé un projet spécial. Les nobles restants, ainsi que leurs familles, furent enchaînés et contraints de marcher 80 kilomètres jusqu'aux ruines de la forteresse de Poenari, perchée sur les falaises les plus abruptes des Carpates. Hommes, femmes et enfants âgés marchaient pieds nus sur des sentiers rocailleux, tandis que les gardes les piquaient de lances. « Tu reconstruiras ma forteresse !» cria Vlad depuis son cheval, « ou tu mourras en essayant. » Et beaucoup moururent. Le travail dura des mois.
Les nobles, habitués à une vie de luxe, transportaient des pierres jusqu'au sang, mélangeaient du mortier jusqu'à en perdre le dos et construisaient des murs jusqu'à l'épuisement. Les femmes aristocratiques hissaient des poutres de bois sur des pentes infranchissables. Les enfants nobles dormaient sur la pierre nue et mangeaient des restes pourris. Lorsqu'un homme s'effondrait d'épuisement, il était immédiatement empalé pour servir d'exemple. Des pieux étaient dressés autour de la forteresse en construction, telle une forêt d'avertissements macabres. Ce massacre inaugural n'était qu'un début. Vlad avait décidé que la Valachie avait besoin d'une purification complète. Les marchands saxons de Transylvanie, qui défiaient sa politique commerciale, furent empalés avec leurs familles sur les places du marché. Leurs corps pendus devinrent des rappels silencieux du prix de la désobéissance. Mais sa cruauté atteignit de nouveaux sommets lorsqu'il décida d'éradiquer la pauvreté de son royaume. Il invita tous les mendiants, vagabonds et malades de Targoviste à un banquet spécial dans une salle construite spécialement pour l'occasion. Les pauvres diables affluèrent au château, affamés et reconnaissant de l'apparente générosité de leur prince. Ils mangèrent à leur faim pour la première fois depuis des années. Une fois tout le monde à l'intérieur et rassasié, Vlad ordonna de fermer les portes et d'incendier le bâtiment. « J'ai éradiqué la pauvreté de mon royaume », déclara-t-il en regardant les flammes engloutir la salle. Les cris des damnés s'élevèrent telle une symphonie infernale, se réduisant en cendres. Sa première confrontation militaire majeure eut lieu lorsqu'une force ottomane envahit le territoire valaque. Vlad ne se contenta pas de repousser l'attaque. Il organisa une contre-offensive nocturne qui révéla son génie tactique et sa soif de vengeance. À leur réveil, les Turcs découvrirent leurs sentinelles décapitées et leurs tentes incendiées. Vlad avait attaqué avec la précision d'un chirurgien et la férocité d'une bête sauvage. À l'aube, 500 prisonniers ottomans étaient empalés en formation géométrique parfaite face au camp ennemi. Les survivants turcs s'enfuirent, paniqués, emportant avec eux des récits qui parviendraient à Constantinople concernant le nouveau démon régnant sur la Valachie. Pour la première fois depuis des décennies, l'Empire ottoman cédait à un prince chrétien. Les années suivantes consolidèrent la position de Vlad comme le prince le plus redouté d'Europe de l'Est. Son royaume devint une véritable machine, à terreur, où le crime disparut pratiquement, non pas grâce à la justice, mais à la peur absolue. Une anecdote célèbre raconte qu'il déposa une coupe en or dans une fontaine publique de Targoviste. La crainte de son châtiment était telle que personne n'osa la voler durant tout son règne. L'ordre imposé par Vlad était draconien mais efficace. Les marchands pouvaient laisser leurs marchandises sans protection dans les rues pendant la nuit, confiant qu'elles seraient en sécurité au matin. Les routes de Valachie devinrent les plus sûres d'Europe, non pas grâce à la gentillesse de ses habitants, mais parce que tout acte de banditisme était puni d'une mort lente sur le bûcher. Mais cet ordre avait un prix, le sang. Vlad établit un code pénal qui transformait la moindre infraction en une condamnation à mort spectaculaire. Une femme ayant des relations sexuelles avant le mariage était punie par une mutilation génitale en public avant d'être empalée. Un mari jugé paresseux pouvait être empalé, tandis que sa femme était forcée de cuisiner et de manger une partie de son corps. L'empalement devint l'art de prédilection de Vlad. Ce n'était pas une simple exécution, c'était une forme de terrorisme psychologique affiné au rang de science exacte. Ces ingénieurs spécialisés préparèrent des pieux avec une précision extrême. Ni trop pointus pour causer une mort rapide, ni trop contondants pour lacérer excessivement les organes internes. Les victimes étaient placées sur des pieux qui étaient lentement insérés par l'anus, le vagin ou le nombril, passant délicatement entre les organes vitaux et ressortant généralement par la bouche, les épaules ou la poitrine. Les bourreaux veillaient à ce que les victimes restent en vie le plus longtemps possible. Certaines ont enduré jusqu'à 3 jours d'agonie continue, suspendues à plusieurs mètres du sol.
Vlad dînait fréquemment parmi ses victimes, apparemment insensibles à l'odeur du sang et de la décomposition. Un chroniqueur saxon décrit comment le prince disposait les pieux selon des formes géométriques précises, cercles, demi-cercles, et même des représentations de symboles chrétiens. La mort devenait un spectacle visuel grotesque. Son sens de l'humour macabre se manifesta lorsque les émissaires turcs refusèrent d'ôter leur turban en sa présence, invoquant les coutumes religieuses islamiques. Vlad non seulement respecta leur décision, mais ordonna que les turbans soient cloués directement sur leur crâne. « Laissez-moi vous rappeler cette coutume », déclara-t-il, alors que les émissaires rentraient à Constantinople, les turbans fixés à jamais sur leur tête mutilée. Mais les contradictions internes de son règne commencèrent à se manifester lorsque sa politique de terreur absolue commença à affecter les alliances internationales dont il avait besoin pour survivre. Les marchands saxons de Transylvanie, essentiels au commerce valaque, adressèrent des plaintes officielles au roi de Hongrie concernant les atrocités de Vlad. Ces plaintes devinrent les premiers pamphlets imprimés de l'histoire, diffusés dans toute l'Europe grâce à la récente invention de Gutenberg. Des titres comme « L'histoire terrifiante et véritablement extraordinaire du prince Dracula, le vampire » circulèrent largement, souvent illustrés de gravures représentant Vlad dînant tranquillement entouré de corps empalés. Ces premières fake news mêlaient faits réels sur les cruautés de Vlad à des éléments fantastiques, comme des allégations selon lesquelles il aurait bu le sang de ses victimes ou pratiqué le cannibalisme rituel. Ces histoires se sont répandues comme la peste dans les cours européennes, faisant de Vlad une légende de l'horreur bien avant sa mort. Alors que sa réputation se répandait dans toute l'Europe, les problèmes internes se multiplièrent. Son frère Radu, converti à l'islam et favori du sultan Mehmed II, avait été désigné comme prétendant alternatif au trône de Valachie. La trahison fraternelle qui avait débuté dès sa jeunesse menaçait désormais directement son pouvoir. Les boyards qui survécurent à ces premières purges complotèrent secrètement, établissant des contacts avec la Hongrie et l'Empire ottoman. Vlad réagit par de nouvelles vagues de terreur. Des familles entières disparurent dans la nuit. Ceux soupçonnés de trahison furent empalés avec leurs serviteurs et leurs animaux, et même leurs maisons furent brûlées en sacrifice de purification. La paranoïa de Vlad atteignit de nouveaux sommets lorsqu'il commença à soupçonner même ses gardes les plus fidèles. Il mit en place un système d'espionnage où chaque noble était surveillé par d'autres nobles, chaque marchand par d'autres marchands et chaque paysan par ses voisins. La délation devint une industrie où les fausses accusations proliféraient comme des champignons vénéneux. Son mariage avec une noble locale devint une autre source de tension. Son épouse, terrifiée par les atrocités dont elle était témoin, quotidiennement commença à montrer des signes de folie. Elle s'enfermait dans sa chambre pendant des jours, refusant de manger et murmurant des prières de manière obsessionnelle. Lorsque Vlad tenta de la réconforter, elle hurla comme si elle avait vu le diable en personne. L'Église orthodoxe roumaine, initialement alliée à Vlad pour sa défense du christianisme, commença à prendre ses distances avec ses méthodes. Les prêtres murmuraient qu'aucun véritable chrétien ne pouvait infliger autant de souffrance, même aux infidèles. Certains suggérèrent même que Vlad avait conclu un pacte avec le diable pour obtenir ses pouvoirs. Mais le coup le plus dévastateur survint lorsque János Hunyadi, son protecteur hongrois, mourut de la peste en 1456. Son fils Matthias Corvin hérita de la régence de Hongrie, mais il ne partagea pas le soutien inconditionnel de son père à Vlad. Les atrocités commises par le prince valaque étaient parvenues au pape, qui fit pression sur les dirigeants chrétiens pour qu'ils prennent leur distance avec le monstre des Carpates. En 1461, le sultan Mehmed II, conquérant de Constantinople, décida qu'il était temps de régler définitivement le problème valaque.
Il envoya des émissaires, exigeant que Vlad paye le tribut rétroactif à l'Empire ottoman et se présente en personne à Constantinople pour lui rendre hommage. Vlad reçut les émissaires avec une courtoisie apparente, leur offrit un somptueux banquet, puis ordonna qu'ils soient empalés dans la cour de son palais. Leurs têtes furent renvoyées au sultan avec un message gravé en turc. « J'offre le tribut à votre majesté impériale ». Cette provocation directe rompit le fragile équilibre qui maintenait l'indépendance de la Valachie. Vlad savait qu'il avait franchi une ligne de non-retour. L'Empire ottoman ne pardonnerait pas une telle humiliation. La guerre était inévitable. Mais Vlad avait mal calculé. Son alliance avec la Hongrie s'effondrait. Ses sujets étaient terrifiés, mais pas forcément loyaux, et il devait désormais affronter la fureur de l'empire le plus puissant du monde. Le pilier central de sa stratégie de survie venait d'être brisé. Le printemps 1462 apporta avec lui des nuages d'orage qui s'étendaient bien au-delà de l'horizon météorologique. Le sultan Mehmed II, conquérant de l'imprenable Constantinople, avait mobilisé une armée estimée à plus de 150 000 hommes pour écraser définitivement la petite principauté rebelle de Valachie. Jamais auparavant, une force aussi massive n'avait marché sur un territoire aussi restreint. Vlad affrontait des difficultés insurmontables. Son armée ne comptait pas plus de 30 000 hommes, la plupart étant des paysans équipés d'outils agricoles, transformés en armes improvisées. Il ne disposait ni d'artillerie lourde, ni de cavalerie blindée, ni des fortifications nécessaires pour résister à un siège prolongé. Mais il possédait un atout que ses ennemis avaient sous-estimé, une compréhension absolue du pouvoir de la terreur comme arme de guerre. Les premières erreurs stratégiques de Vlad commencèrent par sa surestimation du soutien hongrois. Matthias Corvin, sous la pression du pape et d'autres monarques européens qui considéraient Vlad comme une honte pour la chrétienté, refusa d'envoyer les troupes promises. Les messagers valaques qui arrivèrent à la cour hongroise pour implorer de l'aide furent accueillis par des esquives diplomatiques et des promesses creuses. Abandonné par ses alliés, Vlad prit une décision qui révélerait à la fois son génie militaire et son déséquilibre mental. Il transformerait son propre territoire en un enfer d'où les envahisseurs seraient ramenés morts ou fous. Il lança une campagne de terre brûlée sans précédent dans l'histoire médiévale européenne. Des villages entiers furent évacués de force. Les paysans qui refusaient de quitter leur maison furent sommairement exécutés. Les puits furent empoisonnés par des carcasses d'animaux en décomposition. Les greniers furent incendiés, les moulins détruits, les ponts dynamités. La Valachie devint un désert fumant où chaque pas en avant coûtait le sang des envahisseurs. Mais le chef-d'œuvre de Vlad résidait dans sa guerre psychologique. Pendant des mois, il mena des attaques nocturnes contre le camp ottoman, anticipant de plusieurs siècles les tactiques de guérilla modernes. Ces hommes se faufilèrent entre les tentes turques, telles des ombres meurtrières, égorgeant les sentinelles, empoisonnant les réserves d'eau et incendiant les dépôts de munitions. Un chroniqueur ottoman décrit la terreur qui s'empare d'eux. L'armée impériale, les soldats se réveillent et découvrent leurs camarades morts à leur côté, sans aucune trace du meurtrier. Les nuits deviennent plus effrayantes que les combats diurnes. Certains hommes deviennent fous de peur et doivent être enchaînés. Vlad employa également une guerre biologique primitive, lançant des victimes de la peste bubonique au-dessus des lignes ennemies à l'aide de catapultes. Les corps infectés éclatèrent à l'impact, répandant du sang et des fluides corporels contaminés parmi les troupes ottomanes. Une épidémie commença à se propager dans le camp turc, faisant plus de victimes que de combats directs. Mais son coup de maître fut la tristement célèbre forêt de Pieux, qui aurait fait trembler même le conquérant de Constantinople. Au cœur des forêts de Valachie, durant l'hiver 1462, Vlad créa une vision qui aurait fait frémir même le guerrier le plus aguerri, une forêt artificielle de 20 000 corps humains empalés.
Lorsque les envoyés du sultan découvrirent ce spectacle grotesque, ils furent paralysés par l'horreur. Certains corps étaient encore vivants après des jours de souffrance, implorant une mort qui ne vint jamais. Au centre de cette installation macabre, Vlad avait dressé une table où il dînait paisiblement, observant l'agonie de ses victimes, comme un divertissement. Mehmed II, qui avait conquis l'imprenable Constantinople et était connu pour sa brutalité, fut si horrifié qu'il ordonna le retrait temporaire de ses troupes. Il est impossible de prendre le pays à un homme qui commet de telles choses, aurait déclaré le sultan, reconnaissant chez Vlad une cruauté qui dépassait même les normes militaires ottomanes. Mais tandis que Vlad démontrait son génie de la terreur, ses erreurs politiques se multiplièrent fatalement. Les boyards, survivants, terrorisés par des années de purge, décidèrent de préférer la domination ottomane à la folie meurtrière de leur propre prince. Ils commencèrent à établir des contacts secrets avec les envahisseurs, leur offrant des informations sur les défenses valaques en échange de leur clémence. La trahison la plus douloureuse survint là où ils s'y attendaient le moins. Son propre frère Radu, converti à l'islam et favori du sultan, menait l'avant-garde de l'armée ottomane. Les deux frères s'affrontèrent sur le champ de bataille, ennemis jurés, leurs liens familiaux se transformant en haine religieuse et politique. Radu, surnommé le Beau par les Turcs, avait perfectionné l'art de la propagande. Il distribuait des proclamations aux soldats valaques, promettant l'amnistie à ceux qui abandonneraient Vlad. Ces messagers murmuraient dans les villages que le sultan apporterait paix et prospérité, libérant le peuple de la tyrannie sanguinaire de leur prince fou. La population, épuisée par des années de terreur constante, commença à déserter en masse. Les paysans qui avaient obéi à Vlad par peur voyaient désormais dans les Ottomans une chance de libération. Les villes commencèrent à ouvrir leurs portes aux envahisseurs sans résistance. Dans un acte de désespoir qui révélait son déséquilibre mental croissant, Vlad ordonna l'exécution massive de tous ceux soupçonnés de déloyauté sur son propre territoire. Des villages entiers furent empalés pour le simple crime de ne pas avoir manifesté suffisamment d'enthousiasme pour la résistance. Ses propres troupes commencèrent à remettre en question les ordres d'un commandant qui semblait plus intéressé par le massacre des Valaques que par la lutte contre les Ottomans. Le 17 juin 1462, Vlad mena une dernière attaque nocturne désespérée contre le camp ottoman, tentant d'assassiner le sultan lui-même. Le plan était audacieux, voire insensé. Infiltrer le cœur du camp ennemi avec une petite force d'élite et décapiter les dirigeants ottomans d'un seul coup. L'attaque faillit réussir. Des centaines de Turcs furent massacrés dans leur sommeil. Les tentes impériales furent incendiées. Le chaos se répandit dans le camp comme une traînée de poudre. Par moments, Vlad crut pouvoir accomplir l'impossible. Mais Mehmed s'échappa quelques minutes, alerté par des gardes ayant survécu au massacre initial. À l'aube, Vlad se retrouva encerclé par des milliers de janissaires furieux. Sa petite troupe d'élite avait été décimée. Ses voies de fuite étaient coupées. Sa capitale était en flammes. Son frère, nouveau prince nommé par le sultan, marchait vers Targoviste. N'ayant d'autre choix, Vlad s'enfuit en Hongrie, espérant obtenir le soutien de Mátyás Korvin. Il fut arrêté sur la base d'accusations fallacieuses de conspiration avec les Turcs, un mensonge évident conçu pour plaire au pape et aux autres monarques européens, qui avaient reproché à Korvin de ne pas soutenir suffisamment la résistance chrétienne. L'homme qui avait terrorisé les empereurs marchait désormais enchaîné vers une prison hongroise, trahi par ses alliés, abandonné par ses sujets, vaincu par son propre frère. L'empaleur avait commencé à goûter à sa propre médecine, le désespoir absolu. Les chaînes qui enchaînaient les poignets de Vlad Dracul pesaient comme le fer de son royaume perdu. C'était en novembre 1462 que le convoi hongrois franchit les cols de montagne en direction de Buda, transportant le prince déchu comme un trophée de guerre enveloppé d'une ironie amère, le défenseur de la chrétienté arrêté par des chrétiens pour trahison. Mátyás Korvin
avait parfaitement calculé son coût politique. Il devait expliquer au pape et aux monarques européens pourquoi il n'avait pas soutenu Vlad lors de l'invasion ottomane. La solution était simple, faire de la victime un méchant. Les accusations inventées de toutes pièces, selon lesquelles Vlad aurait secrètement conspiré avec les Turcs, fournissaient l'alibi parfait pour justifier son abandon. Les documents du prétendu complot furent magistralement falsifiés. Des lettres interceptées montraient que Vlad promettait de se convertir à l'islam en échange du maintien de son trône. Des témoignages vérifiés de marchands décrivaient des rencontres secrètes entre des émissaires valaques et des commandants ottomans. Les preuves étaient si convaincantes que même certains partisans de Vlad commencèrent à douter. Le procès public se déroula dans la grande salle du château de Buda, devant une assemblée de nobles hongrois, de prélats catholiques et de diplomates européens. Vlad, émacié mais pas brisé, fit face à ses accusateurs avec la même froideur qu'il avait manifestée envers ses victimes empalées. « Vous accusez celui qui a versé le sang chrétien pour défendre la chrétienté ?» déclara Vlad lorsqu'on lui permit de parler. « Chaque goutte de sang qui tache mes mains a été versée pour arrêter le croissant qui menace vos cathédrales. » Son regard balaya la pièce comme des poignards. « Où étiez-vous quand j'ai opposé 150 000 infidèles à 30 000 paysans ?» Mais ces paroles tombèrent dans des oreilles qui avaient déjà décidé de son sort. Les témoignages contre lui se succédèrent comme un cortège macabre. Les marchands saxons racontèrent des atrocités imaginaires. Les nobles hongrois décrivirent des lettres inexistantes. Les prêtres catholiques citèrent les confessions de victimes qui n'avaient jamais existé. L'accusation la plus accablante émanait de son propre frère Radu, qui envoya un témoignage écrit depuis Targoviste, où il régnait désormais comme un prince fantoche des Ottomans. « Mon frère, Vlad a vendu son âme au diable », déclarait la lettre. « Ses crimes contre Dieu et les hommes exigent la justice divine. » L'humiliation publique de Vlad fut méticuleusement orchestrée. Ses titres furent révoqués solennellement. Ses armoiries furent brisées en présence de la cour. Ses habits princiers furent remplacés par les vêtements grossiers d'un prisonnier ordinaire. L'homme qui avait fait trembler les sultans était désormais traité comme un criminel de droit commun. Les chroniqueurs présents ont documenté chaque détail de sa dégradation. Le prince valaque, autrefois redoutable, a écrit un secrétaire. Papal resta immobile tandis qu'on le dépouillait de toute dignité royale. Il ne manifesta ni douleur ni supplication, seulement une froideur qui glaça l'âme de ceux qui l'observaient. Mais la véritable cruauté ne résidait pas dans l'humiliation physique, mais dans la destruction systématique de leur réputation. Les pamphlets imprimés qui avaient commencé à circuler sous son règne se multiplièrent alors, de manière exponentielle, alimentés par la propagande hongroise et les récits de réfugiés saxons. Les récits réels de ces atrocités étaient mêlés à des inventions fantastiques. Il fut accusé de boire du sang humain, de pratiquer des rituels sataniques et de conclure des pactes avec des démons. Des gravures sur bois le représentent dînant, entouré de cadavres, tandis que des démons ailés dansaient au-dessus de sa tête. L'histoire terrifiante du vampire Dracula devint le premier best-seller européen. Des milliers d'exemplaires circulèrent de Londres à Rome, de Paris à Vienne. Vlad devint une légende, mais une légende d'horreur absolue qui éclipsa à jamais sa véritable histoire. Le peuple de Valachie, libéré de la terreur de son règne, réagit avec un mélange de soulagement et de nostalgie confuse. Les paysans, qui avaient vécu sous son régime de terreur, reconnurent que paradoxalement, ils n'avaient jamais été aussi en sécurité. Les routes étaient libres de bandits, le commerce était florissant et la justice brutale mais prévisible. Les boyards survivants célébrèrent sa chute par de somptueux banquets, mais certains murmurèrent que le nouvel ordre ottoman apportait son lot d'humiliation. Radu, bien que frère de Vlad, était perçu comme une marionnette étrangère régnant au gré des caprices de Constantinople.
l'Église orthodoxe roumaine était partagée entre soulagement et anxiété. Les prêtres ayant survécu au règne de Vlad avouaient en privé que, malgré ses méthodes diaboliques, il avait été le seul dirigeant depuis des décennies à tenir les infidèles hors du territoire chrétien. En décembre 1462, Vlad fut formellement condamné à une peine de prison à durée indéterminée sous la garde du roi Mathias Corvin. Il n'y eut ni exécution publique, ni torture spectaculaire. Son châtiment serait pire, un lent oubli dans une cellule hongroise, tandis que le monde continuerait de tourner sans lui. La sentence fut lue en latin solennel. Vladislas Draculea, un prince de Valachie, est déclaré coupable de trahison envers le christianisme, de crimes contre l'humanité et de pactes impies avec les ennemis de la foi. Il sera privé de sa liberté jusqu'à ce que Dieu, Tout-Puissant, juge opportun de le racheter ou de le tuer. Lorsque les portes de sa cellule se refermèrent, dans un écho qui résonnerait pour l'éternité, Vlad Dracul cessa d'être un prince pour devenir une légende qui survivrait à l'homme qui l'avait inspiré. Les gardes hongrois qui l'ont escorté jusqu'à sa cellule ont rapporté que ses derniers mots avant d'être enfermé furent « La peur que j'ai semée germera pendant des siècles. Les hommes se souviendront de mon nom lorsqu'ils auront oublié celui de mes accusateurs. » Je ne savais pas à quel point cette prédiction serait prophétique. Décembre 1476. Les forêts, près de Bucarest, s'élevaient, telles des cathédrales gothiques, aux branches nues sur un ciel plombé. Parmi les arbres, le bruit de l'acier contre l'acier résonnait comme des cloches funèbres, tandis que Vlad Dracul livrait son dernier combat, entouré de janissaires ottomans dont les cimetières luisaient de sang frais. Après 12 ans d'emprisonnement, en Hongrie, Vlad avait accompli l'impossible, sa libération et son retour définitif sur le trône de Valachie. Sa transformation durant sa captivité avait été calculée et complète. Il s'était converti au catholicisme, avait épousé une noble hongroise apparentée à la famille royale et avait modéré son discours sur la terreur comme outil politique. Mais le léopard ne change pas de couleur. Son bref troisième règne, qui ne dura que quelques mois, avait laissé entrevoir l'ancien Vlad. Les boyards qui s'attendaient à un prince apprivoisé par l'emprisonnement se retrouvèrent face au même prédateur, peut-être plus rusé, mais tout aussi mortel. La bataille finale avait commencé à l'aube lorsque les forces ottomanes, dirigées par le commandant Lala Şahin Pacha, tendirent une embuscade parfaite à la petite armée de Vlad. Ses troupes, à peine 3000 hommes, furent décimés dès la première charge. Les survivants se dispersèrent parmi les arbres comme des feuilles emportées par le vent. Vlad, vêtu d'une armure noire offerte par son beau-père hongrois, combattait avec la férocité d'une bête acculée. Son épée, maniée avec l'habileté, acquise au fil des décennies de guerre, fauchait les vies turques telle une faux infernale. Mais pour chaque janissaire tombé, 2 autres prenèrent sa place. La fin survint lorsqu'une flèche ottomane transperça la gorge de son cheval. Vlad s'effondra dans les sous-bois, son armure résonnant comme un glas contre les pierres de la forêt. Les janissaires s'approchèrent prudemment, leurs armes prêtes, sachant que même blessé, l'empaleur restait mortel. La mort de Vlad fut aussi brutale que sa vie. Des cimetières turcs le transpercèrent de multiples angles, lui garantissant toute chance de survie. Mais le coup final fut symbolique. La décapitation qui priverait à jamais l'empaleur de sa capacité à terroriser. Sa tête fut conservée dans du miel et envoyée à Constantinople comme trophée pour le sultan Mehmed II. L'ironie était parfaite. L'homme qui avait créé des forêts de corps empalés finit par avoir sa propre tête empalée sur un poteau à l'entrée du palais impérial ottoman, exposé comme preuve irréfutable que même les démons étaient mortels. Le sultan garda la tête de Vlad exposée pendant des mois, non seulement comme avertissement aux autres rebelles chrétiens, mais aussi comme exorcisme symbolique de la terreur qu'il avait semée au cœur de l'Empire. Les sujets ottomans défilèrent pour admirer la dépouille de celui qui avait repoussé 150 000 soldats impériaux.
Selon la tradition, le corps de Vlad aurait été enterré dans le monastère de l'île de Snagov, près de Bucarest. Mais lorsque des archéologues modernes ont fouillé le site au XXe siècle, ils ont découvert la tombe vide. Il ne restait que des ossements d'animaux et des fragments de tissus dorés. Le corps de l'empaleur avait disparu, alimentant des légendes qui perdureraient pendant des siècles. La mémoire de Vlad fut immédiatement partagée entre deux récits contradictoires, reflétant les réalités géopolitiques complexes de son époque. Pour l'Occident, et notamment pour les Saxons de Transylvanie, dont les pamphlets avaient forgé sa réputation, il était un monstre sanguinaire dont la cruauté surpassait celle de Néron ou de Caligula. Mais pour beaucoup de Roumains, Vlad devint quelque chose de tout à fait différent. Un héros national tragique qui avait sacrifié son âme pour défendre son petit pays contre l'empire le plus puissant du monde. Il ne l'appelait pas l'Empaleur, mais Vlad Cepeš, un titre qui, tout en reconnaissant sa brutalité, véhiculait un sentiment de respect, voire d'admiration. Cette dualité révélait une vérité dérangeante sur la nature du pouvoir dans l'Europe médiévale. Dans un monde où la survie nationale dépendait de la capacité à inspirer la terreur à des ennemis plus puissants, Vlad était-il un monstre ou un patriote désespéré? Ces méthodes étaient-elles le symptôme d'une folie ou d'un calcul politique extrême? Les effets de son règne perdurèrent longtemps après sa mort. Le modèle de terreur systématique qu'il avait perfectionné allait être étudié et imité par les futurs tyrans. Sa compréhension de la guerre psychologique annonçait des tactiques qui ne se généraliseraient qu'à l'époque moderne. Son recours à la propagande négative, bien qu'involontaire, démontra le pouvoir de la presse écrite à créer des légendes durables. Ironiquement, nombre des réformes imposées par Vlad par la terreur furent maintenues par les gouvernements suivants par des méthodes plus conventionnelles. Sécurité routière, élimination du banditisme, centralisation du pouvoir étatique, toutes ces innovations survécurent parce qu'elles avaient prouvé leur efficacité pratique. Mais l'héritage le plus étrange de Vlad survint 4 siècles plus tard, lorsqu'un écrivain irlandais du nom de Bram Stoker, effectuant des recherches à la bibliothèque du British Museum, découvrit des histoires sur le souverain valaque. Combinant le folklore vampirique d'Europe de l'Est avec le nom historique de Dracula, Stoker créa le vampire le plus célèbre de tous les temps. Le conte fictif Dracula partageait peu de choses avec le prince historique, hormis son nom et sa soif de sang. Le vrai Vlad n'a jamais bu de sang, ne s'est jamais transformé en chauve-souris et n'a jamais possédé de pouvoir surnaturel. Mais les récits de ces atrocités réelles étaient si extrêmes qu'il était facile de les confondre avec des œuvres surnaturelles. La transformation finale de l'histoire fut peut-être la plus ironique. Le château de Bran, en Roumanie, aujourd'hui, est commercialisé sous le nom de château de Dracula et visité chaque année par des milliers de touristes, n'a que peu de lien avec Vlad. Il n'y est probablement jamais allé, ou tout au plus n'y a-t-il passé qu'une nuit lors de ses campagnes militaires. Sa véritable forteresse, Poenari, est toujours en ruine, accessible uniquement après avoir gravi 1480 marches taillées dans la roche. Dans les villages ruraux roumains, notamment dans les Carpates, les traditions de protection contre les vampires perdurent encore aujourd'hui. De l'ail aux fenêtres, des croix peintes sur les portes, des enterrements avec un pieu planté dans le cœur. Pour un peuple ayant vécu sous le règne du véritable Vlad, aucune horreur fictive ne pouvait surpasser la réalité historique qu'il avait connue. Comme le disait un paysan roumain à un ethnographe au XIXe siècle, les vampires ne sont que des histoires pour effrayer les enfants. La véritable terreur se cache au soleil et non dans l'ombre de la nuit. Vlad Dracul fut vaincu, tué et décapité. Sa tête fut exposée comme un trophée et son nom fut vilipendé par des histoires mêlant réalité et fiction. Mais d'une certaine manière, il atteignit ce qu'il avait toujours désiré, l'immortalité. Non pas l'immortalité littérale attribuée à son homonyme fictif, mais l'immortalité d'une gloire éternelle. Des siècles après sa mort,
Alors que les noms de nombreux rois et empereurs sont tombés dans l'oubli, le nom de Dracula continue de faire froid dans le dos. Un rappel que les monstres les plus terrifiants ne sont pas ceux qui se cachent sous nos lits, mais ceux qui se cachent dans les cœurs humains. Alors que le soleil se couche sur les Carpates et que les ombres s'allongent sur les forêts où se dressaient autrefois des forêts de pieux, la légende de Vlad l'Empaleur continue de nous fasciner et de nous terrifier. Non pas parce qu'il était un vampire, mais parce qu'il était humain, terriblement humain. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez parcouru avec nous les sombres couloirs de l'histoire, que retenez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec les amateurs d'histoires vivantes et intenses. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons de la malédiction des Templiers, le dernier secret de Jacques de Molay. À bientôt!